Alors bonjour à toutes et à tous. Alors je me présente, je m'appelle Tom Véa, c'est moi qui vais animer cette première conférence Procréa. Donc je tenais d'abord à tous vous remercier pour votre présence. Aujourd'hui on va parler d'entrepreneuriat étudiant avec les 4 intervenants qui sont à côté de moi. Aujourd'hui les buts ça va être tout simplement de mieux comprendre les besoins et les attentes de ce public qui est si spécifique, comprendre qui sont ces étudiants entrepreneurs, qu'est-ce qui les caractérise, quelles sont leurs spécificités, leurs motivations, qu'est-ce qui existe déjà en termes de dispositifs créés sur le territoire, qu'est-ce qu'on pourrait créer davantage pour mieux les aider, et finalement comment mieux accompagner ces étudiants-là et ces jeunes créateurs-là. Donc tout d'abord je vais me présenter, donc, je m'appelle Tom Véa, j'ai 23 ans. J'ai été diplômé d'un Master 2 accompagnement entrepreneurial ici même, à l'Institut Montpellier Management. J'ai été étudiant entrepreneur pendant 2 ans et aujourd'hui j'ai créé ma propre société, donc une entreprise Frecci. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails. On travaille sur la digitalisation du commerce de proximité. On a créé l'entreprise il y a maintenant 1 an, on est 3 associés et tous les 3 on est passés par l'étudiant entrepreneur. Par le dispositif Pépite et par pas mal de structures d'accompagnement. Donc je pourrais amener aussi mon expérience là. Je vais laisser les 4 intervenants ici se présenter. Donc Jean-Pierre, si vous voulez bien commencer. Bonjour, donc Jean-Pierre Boissin, je ne donnerai pas mon âge. Je suis professeur à l'Université de Grenoble, à l'IAE de Grenoble. J'ai occupé une mission de 2010 à 2019 auprès de la ministre ou du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation sur l'entrepreneuriat étudiant. Et si je suis là encore aujourd'hui, c'est parce que dans ce cadre de cette mission, nous avons créé une Pépite France qui a vocation à s'occuper de 3 éléments. Tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux, sur le dispositif Pépite, organiser des événements nationaux pour les 30 Pépites, et enfin partager des bonnes pratiques. Donc ça, vous connaissez mieux que moi cet enjeu, et essayer d'avoir un peu des pratiques communes au sein des 30 Pépites qui couvrent le territoire national. Merci. Merci, bonjour à tous. Je m'appelle Catherine Léger-Jarniou, je suis professeure émérite à l'université Paris-Dauphine PSL. Je suis co-responsable du master entrepreneuriat que j'ai créé dans cette même université et j'ai eu le plaisir de créer le Pépite PSL il y a quelques années. J'enseigne aussi dans des écoles d'ingénieurs, quelques écoles de commerce, mais surtout ingénieurs en France et à l'étranger. Et je suis aussi la présidente actuelle de l'Académie de l'entrepreneuriat et de l'innovation, et nous sommes ravis de partager ces regards croisés. Bonjour, je m'appelle Radouane Mebarki, je viens de Nancy, dans le nord-est de la France. Je suis le président fondateur d'une petite association qui s'appelle Tous Repreneurs, où l'objet de nos travaux était de démocratiser l'accès à l'entrepreneuriat à toutes les personnes qui voulaient entreprendre mais qui n'avaient pas d'idée. Et en fait, on a mis en place ce dispositif essentiellement pour les demandeurs d'emploi, pour toutes les personnes qui étaient soit trop jeunes, soit trop vieilles, soit trop noires, soit trop arabes, soit trop pas assez diplômées, enfin bref, toutes les personnes qui finalement avaient un handicap qui les empêchait d'accéder au salariat, qui avaient accusé réception du fait que le salariat s'était pas fait pour eux, qui disaient mais je veux bien entreprendre parce que de toute façon il me reste plus que ça entre le chômage ou le salariat, donc j'entreprends mais j'ai pas d'idée. Nous on leur dit te fais pas chier pour l'idée, tu reprendras la bonne idée d'un autre, et ça s'appelle le reprenariat. Bonjour, Béatrice Bayot, je suis de France Active au niveau national, mais il y a aussi des représentants dans la salle de l'association locale de France Active Occitanie. Je m'occupe de tout ce qui est partenariat et mobilisation des ressources financières pour permettre l'accompagnement. Je sais que c'est un sujet toujours sensible. Et on travaille notamment sur l'accompagnement des jeunes. Je parlerai sans doute moins des étudiants que des jeunes en général, puisque on va être sur un public plutôt peu diplômé.
Voilà. Donc l'idée aujourd'hui, voilà, c'est d'aborder le côté étudiant-entrepreneur, que vous connaissez peut-être un peu mieux, mais aussi le côté jeune entrepreneur. Donc on va parler vraiment de la globalité de tous les publics jeunes auxquels vous pouvez être rencontrés. Alors, la première étape que je vous propose, c'est qui sont-ils ces jeunes entrepreneurs? Est-ce qu'ils ont des caractéristiques, des spécificités bien à part? Est-ce qu'on peut les approcher de manière comme un entrepreneur lambda, ou bien est-ce qu'il faut les approcher de manière beaucoup plus spécifique? J'ai envie de commencer avec vous, Catherine. Est-ce qu'il y a déjà des caractéristiques communes aux jeunes entrepreneurs? Alors, je vais vous répondre oui, mais tout d'abord, c'est quoi un jeune? Et ça, dans les statistiques, on a quelques divergences quand on regarde les jeunes. En tout cas, il y a quand même un quart des créations qui sont réalisées par les jeunes de moins de 30 ans. Donc c'est quand même un chiffre important et ça se répand. La création d'entreprises par les jeunes augmente beaucoup. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle se répand au-delà des secteurs de business habituels. Au-delà du marketing, de la finance, de l'informatique, etc. On voit des jeunes dans l'agriculture ou autour de l'agriculture, dans les lettres, les scientifiques s'y mettent aussi pas mal, avec des beaux projets. Donc ça se diffuse et ça devient un vrai enjeu, d'ailleurs on le voit bien, en France et d'ailleurs dans pratiquement tous les pays. Alors quand on a dit ça, c'est qui les jeunes ? Effectivement, ce sont des créateurs comme les autres, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes caractéristiques, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, etc. Mais ils sont aussi différents. Alors, ils sont différents. J'ai essayé de faire une liste, enfin de me dire, bon, qu'est-ce qui les différencie vraiment ? Alors, le fait, je vais passer très vite, ils sont complètement digitalisés, mais c'est plus des projets forcément autour du digital, c'est intégré, c'est dans leur vie, c'est normal, comme on fait du vélo, voilà. Donc, mais c'est quand même à prendre en compte parce que dans les pratiques d'accompagnement, ça a forcément des conséquences. Autrement, ils ont évidemment le handicap de leur jeunesse. Ça veut dire qu'ils ne sont pas forcément tout à fait crédibles. Et je prendrai à titre d'exemple une publicité d'une banque que je ne citerai pas évidemment, mais qui est assez extraordinaire quand à la fois une jeune créatrice ou un jeune créateur dit je suis étudiant entrepreneur et je voudrais créer, etc. Et le banquier regarde disant étudiant et entrepreneur. Bon, voilà. Donc ils ont quand même le handicap de la jeunesse, ils ne sont pas forcément toujours crédibles. Et en même temps, ils sont complètement décomplexés par rapport à la création. Ça veut dire que vraiment, de plus en plus, on voit que c'est un projet de vie. Ça veut dire qu'ils créent, ça marche, tant mieux. On arrête ou on revend, et puis on fait autre chose. Et puis après, on devient salarié, et puis après, on recréera. Moi, j'ai des étudiants qui en sont à la 7e ou 8e création. Ils ne sont pas si nombreux que ça, ceux-là, mais qui, à chaque fois, revendent ou s'arrêtent. L'échec est vraiment beaucoup moins un problème que pour les adultes, entre guillemets. Donc c'est un projet de vie, ils sont décomplexés. Dans les dîners parisiens, c'est vrai que c'est quand même très chic de dire qu'on est entrepreneur ou étudiant entrepreneur. Ils ont beaucoup envie de s'amuser. Donc l'aspect fun, l'aspect on part en équipe, on part à plusieurs, on s'amuse bien, on se défonce, on bosse jour et nuit, mais on y arrive, etc. C'est aussi important. Et bien sûr, quand on veut les accompagner, c'est aussi à prendre en compte. Et je dirais deux dernières caractéristiques qui, à mon sens, sont importantes aussi. C'est qu'ils ont des idées qui, des fois, nous décoiffent. Ça veut dire que ce sont des idées, on a une culture un peu ancienne peut-être, ou cartésienne, on veut toujours tout refaire, tout organiser, etc. Eux, alors là, sont aussi très décomplexés, ils ont souvent des petits projets, à la limite locaux, proches, mais qui vont résoudre un problème. Ils ont besoin de sens dans ce qu'ils font. Donc ça veut dire que la défense de la planète, l'anti-gaspi, faire reculer la pauvreté, etc., ça les motive vraiment beaucoup.
Et donc ces projets-là sont des fois compliqués à analyser ou à définir. Et puis, alors ça c'est une caractéristique que j'ai remarquée quand j'étais à Édimbourg il n'y a pas très longtemps, et on m'a fait la remarque, les projets sont beaucoup B2C, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup consommateurs, et c'est peut-être ce qui explique après la durée de vie ou le manque de croissance, je ne sais pas. Enfin, c'est quand même une caractéristique importante. Ils ne sont pas très en projet B2B. Voilà, donc ça c'est aussi une petite caractéristique. Et la dernière, je reviendrai après au niveau de l'accompagnement, c'est qu'ils sont très pressés, très smartphone, je veux une réponse et tout de suite. Ah ben on me dit ça, il faut que je le fasse. Et de ce fait-là, moi, je les trouve un peu désorganisés. Ça veut dire que le fil rouge pour avancer est quelquefois un peu tortueux. Et quand je les accompagne, ça, quelquefois, c'est assez perturbant. Ça veut dire que bon, bah, on va aller voir l'INPI avant d'avoir vraiment un truc sérieux. On va créer des statuts, on va payer des choses alors qu'on pourrait attendre. On a vu quelqu'un qui dit qu'il faut faire ça, paf, on y va. Voilà. Et alors désorganisé, c'est peut-être pas le terme, mais un peu d'activisme de temps en temps et me semble-t-il une autre caractéristique importante. Voilà. Alors, sur le côté plutôt non étudiant, donc vraiment sur le côté professionnel, alors Béatrice et Radouane, tous les deux, est-ce que vous avez trouvé des spécificités vraiment propres aux jeunes entrepreneurs, mais non étudiants, qui ne sont pas passés par le parcours universitaire habituel, qui n'ont pas été sensibilisés à l'entrepreneuriat, qui n'ont pas été sensibilisés au marketing, à la finance, au management? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ça? Les sources de motivation sont diverses, enfin, comme pour n'importe quel entrepreneur. Nous, c'est vrai qu'on travaille avec les entrepreneurs engagés, et le premier stade de l'engagement qu'on considère comme un engagement, c'est quelqu'un qui veut se sortir d'une situation difficile dans laquelle il est. Il y a un fort taux de chômage des jeunes, je ne vous apprends rien, il y en a encore plus en Occitanie notamment. Donc il y en a qui créent parce que ils veulent aussi créer leur emploi. Mais on avait fait une étude il y a 3 ans. Bon, alors ça date un peu, mais enfin bon, les choses se périment quand même pas aussi vite, même si on est sur l'obsolescence programmée. Plus de 50% en fait, c'était pour être indépendant. Je pense qu'il y a une grosse évolution de la relation au salariat des jeunes. Et aujourd'hui, voilà, cette dimension indépendante dépasse complètement les clivages sociaux et sociétaux, quelle que soit l'origine entre guillemets de ces jeunes, qu'ils soient diplômés ou pas diplômés. Cette volonté d'être indépendant est très forte. Et aussi plus de 40% des jeunes disaient qu'ils veulent faire de leur passion un métier. Et voilà, ça montre aussi, enfin, ça va dans le même sens que de dire je veux pas rentrer dans une solution peut-être très simple. Alors je vais pas revenir sur tout le débat philosophique qu'il y a eu, enfin la présentation philosophique de ce matin, mais je pense que voilà, ça donne des éléments. Nous aujourd'hui, on accompagne beaucoup de jeunes, pour plus de la moitié. Donc on en accompagne à peu près 1000 par an au niveau de l'ensemble du territoire. Plus de la moitié n'ont pas le bac. Donc voilà, c'est juste pour dire que ce n'est pas réservé à une élite. C'est pas forcément exactement les mêmes secteurs vers lesquels ils vont se tourner. Ça va être un peu plus l'artisanat, mais aussi quand même le numérique. Mais voilà, donc je pense qu'il faut être ouvert, il faut être agile pour justement aller dans leur désorganisation et mettre un peu d'ordre, voilà. Et faut être à leur écoute pour répondre là où ils en sont avec les aptitudes qu'ils ont.
Pour compléter le témoignage, moi j'observe deux choses. Un premier qui complète ce que vous veniez de dire. Moi je remarque que cet entrepreneuriat jeune, assez souvent il peut se faire comme une expérience, bizarrement. Ça manque un petit peu de profondeur et Enfin, c'est pas du tout dans l'ambition d'avoir une boîte, un peu comme auraient pu l'avoir les parents pendant 40 ans, et puis la transmettre à ses gamins. C'est vraiment vécu comme une expérience finalement. Vous voyez, de la même manière qu'après ses études, on peut aller se passer 2 ans en Australie ou je sais pas où pour aller parfaire une langue ou une expérience avant de se rentrer dans la vraie vie. Vous savez, souvent j'entends ces mots, c'est-à-dire je le fais un peu pour la déconnade en sortie d'école ou avec des copains pour poursuivre un peu nos études ou l'ambiance un peu start-up qui est un peu l'ambiance universitaire, etc. Donc en fait, les gens le vivent comme un shoot qui peut durer un peu comme une expérience professionnelle, 4 ou 5 ans. Donc je pense que c'est un débat qui en lui-même est très passionnant, mais effectivement l'idée c'est de le vivre comme une expérience professionnelle. J'observe cette partie-là. Et de l'autre, pour certains publics, j'ai une majorité de personnes dans mes jeunes, en grattant un petit peu le sujet, en préparant la conférence d'aujourd'hui, en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que ça apparaît réellement comme une nouvelle page dans le catalogue des perspectives d'avenir des jeunes, en fait, qui sont complètement paumés. Mais il y en a vachement. C'est-à-dire que toutes les personnes à qui, à 14 ans, on a demandé « Mais au fait, tu veux faire quoi dans la vie ?» Et que certains ont fait un choix. Mais enfin, je pense que comme nous tous, même humblement, quand on y réfléchit, vous savez, à 14 ans, quand on nous a demandé ce qu'on voulait faire dans la vie, il y a beaucoup qui ont quand même un petit peu choisi au doigt mouillé. C'est-à-dire que bon, bah, à ce moment-là, vous allez par là parce que, je sais pas, les parents vous ont orienté, ou le grand frère allait dans l'école là, ou il y en avait une à côté de chez vous. Enfin bref, les choix d'orientation souvent qu'on fait, ils sont quand même assez légers parce que 14 ans, c'est pas encore un âge où on peut être en capacité de, d'un coup, d'un seul, définir un trait précis sur lequel on se dit tiens, je vais m'engager là-dedans, puis je vais faire ça toute ma vie. Donc en fait, en réalité, vous retrouvez des gens avec des gens qui ont fait un parcours, le choix d'un parcours au moins scolaire, qui se sont formés sur un truc sans trop la conviction que ça allait leur plaire. Donc ils vivent l'expérience, ils vivent le truc pour les raisons qui les ont amenés à faire. Mais il y a plein de gens qui réagissent, qui se découvrent finalement dans cette tranche d'âge entre 20 et 30 ans, quand on débarque de ces études, dire mais en fait finalement le truc pour lequel je me suis formé, c'était pas du tout le sujet. C'est pas du tout le truc que j'ai envie. Ou ça fait 1 ou 2 ans que j'y bosse et en fait ça me plaît pas du tout. Ça me fait pas vibrer. J'ai pas envie. Et effectivement, je pense que fondamentalement le travail a changé. La notion du travail, le corps était outil, c'est-à-dire qu'avant on se servait de notre corps pour arriver à vivre, générer un salaire et en vivre. À partir du moment où on considère qu'aujourd'hui le corps est devenu cœur, c'est-à-dire qu'on attend de notre travail un truc qui nous fait vibrer, un truc qui nous fait vivre des sensations, un truc qui nous permet de nous épanouir, et qu'en fait on a une attente complètement différente du travail, mais on se dit qu'on n'est pas prêt à rester dans un job qui ne nous plaît pas. Donc l'entrepreneuriat devient un des domaines dans lequel on se dit ça y est, une fois que je mets le doigt sur le sujet qui me passionne, mais que je n'ai pas les codes, et que je n'ai pas le CV, et que je n'ai pas le diplôme, bah finalement, plutôt que de m'embêter à aller convaincre un patron que c'est pas parce que j'ai le bac plus 5 en machin qu'il faut m'embaucher parce que je suis bon, et ben je me dis je deviens mon propre patron, comme ça je n'ai plus à en justifier à un employeur, j'ai plus qu'à en faire la démonstration à mes clients. Et finalement essayer de capter leur satisfaction par le fait que ce que je le fais avec passion. Et d'ailleurs, vous savez, je suis souvent en déplacement à Paris, et c'est drôle, j'ai beaucoup de petits restaurants très sympas où j'aime aller, et c'est toujours la même histoire, c'est toujours des cadres qui disent bon, bah, j'ai fait de la pub, ou j'étais machin dans une grande boîte, puis finalement je me suis aperçu que je m'emmerdais, donc aujourd'hui je suis là parce que j'ai découvert que ma passion c'était le vin, la bouffe, le machin, le truc, etc. Et que finalement, ils n'avaient pas envie de se reprendre le circuit traditionnel d'eux. Voilà. Jean-Pierre, pour finir, alors là, vraiment focus étudiant-entrepreneur. Est-ce qu'il y a un profil qui se distingue vraiment, un type de projet, un âge, des études? Je pense que oui. Donc oui. 35% de femmes seulement. Il y a 52% de femmes chez les étudiants. Donc une sous-représentation des femmes, alors qui n'est pas nouvelle, puisque je crois qu'au niveau national, on est dans cet ordre-là chez les créateurs d'entreprises, où toi, 30-35. Mais bon, chez nous, les statistiques que j'ai sont peut-être de l'année dernière. L'âge, donc au départ, le statut d'étudiant entrepreneur, ça a été créé pour tout bachelier, et notamment pour les décrocheurs. Dans les faits, c'est 60 à 70% de bac plus 4, bac plus 5, bac plus 6, plutôt 24, 25, 26 ans, c'est-à-dire des diplômés de master ou post-diplôme, puisqu'on permet, grâce au statut étudiant-entrepreneur, de se réinscrire dans l'enseignement supérieur pour conserver une protection sociale dans le cadre de son projet entrepreneurial. Autre chiffre. Donc nous, ça a été créé en 2014. Donc en 2014-2015, il y a eu 640 étudiants entrepreneurs. Et cette année, il y en a 4500.
mais comme la ministre va le faire, le dispositif va être mis à l'échelle puisqu'il est complètement saturé, c'est-à-dire qu'il y a 30 pôles, donc il y a des tout petits pôles. Je salue mon collègue de Mayotte qui va ouvrir un pépite à Mayotte, mais là il y a 1200 étudiants. Et puis vous avez des pôles comme Pays de Loire, Bretagne, où il y a 200 000 étudiants. Donc on est sur des situations relativement hétérogènes de ces fameux pépites. Et donc toujours sur leur profil, donc ils s'adressent à tous les étudiants bacheliers. Ça veut dire qu'ils s'adressent à la fois aux universités, aux grandes écoles et à toutes les structures privées. On n'a pas le décompte et on ne cherche pas trop à le faire, parce que ça serait peut-être un peu compliqué de sortir des chiffres sur combien il y a d'étudiants entrepreneurs sur des grandes écoles, puis y compris les étudiants basculent d'une filière à l'autre, enfin bref. Mais ce qui est important pour vous de savoir, c'est que ça s'adresse bien à tous les bacheliers d'un territoire où vous êtes. On a parlé des projets collectifs, c'est 50 à 60% de projets collectifs. Donc ça aussi, c'est un élément très important. Ça veut dire qu'ils sont par équipe. Normalement, c'est quand même un facteur de pérennité d'un projet. Et après, je ne sais pas si on y reviendra, mais bon, peut-être qu'il y aura des questions. L'élément important sur lequel je veux insister, on parle bien d'étudiants entrepreneurs, c'est-à-dire que c'est d'abord et avant tout l'opportunité de leur donner, une opportunité d'entreprendre, mais en aucune manière ce sont des créateurs, au moins au départ. Après, dans les faits, ça aussi c'est un élément, puisque comme pour vous, on demande des indicateurs d'impact, on constate, mais ça c'est comme pour vous très difficile pour nous, puisqu'ils sont encore étudiants et que certains vont créer des structures 18 mois après, et qu'il faut qu'ils aient la délicatesse de nous donner des nouvelles. Alors ça se fait dans les grandes écoles. Les universités ont une grande marge de progression dans ce domaine. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a de l'ordre de 30% d'immatriculation dans les pépites, pendant le parcours. Ce qui veut dire que c'est peut-être plus, c'est peut-être 50% si on allait voir les gens 18 mois après, mais ça veut dire, et surtout, et j'insiste, que plus de 50% ne vont rien créer. Et ça ne me dérangeait pas, moi, puisqu'on ne m'a jamais donné comme mission de développer le statut étudiant-entrepreneur pour faire des créations d'entreprises, mais c'était d'abord et avant tout un facteur d'insertion professionnelle. C'était aussi un dispositif qui participait plus largement à tout ce qui était la culture entrepreneuriale à diffuser chez les étudiants. Donc ça, je pense que c'est un point très important pour les structures d'accompagnement et de financement qui sont ici, de bien savoir que ce statut étudiant-entrepreneur n'est pas un statut juridique, c'est un statut interne à l'enseignement supérieur, comme le statut sportif de haut niveau, et que ces jeunes, on leur donne la possibilité de substituer leur stage par leur projet entrepreneurial, des éléments de ce type, mais que l'indicateur d'efficacité, s'il doit y en avoir un, c'est est-ce que c'est un élément qui permet d'accéder plus vite au marché du travail, globalement, de ces étudiants. Donc, s'ils ne créent pas, ce n'est pas un problème. Ok, donc bon, je vais faire un petit résumé, je vais directement mettre les pieds dans le plat. Si j'entends tout ce que vous dites, un petit peu l'entrepreneuriat jeune, hein, dans le grand sens du terme, c'est quand même devenu finalement un petit peu une mode, ou en tout cas une sorte de mode. Alors j'ai deux questions, est-ce que ça en est vraiment une? Et si c'est le cas, est-ce que finalement il faut continuer à proposer des dispositifs pour mieux les encadrer et mieux les accompagner? Et sinon, si c'est une réelle volonté, et si c'est le contexte économique et peut-être un petit clic dans le cerveau des jeunes Français qui a donné cet engouement pour l'entrepreneuriat, comment on pourrait alors les pousser encore plus à créer, comment on pourrait encore plus les pousser vers l'entrepreneuriat? Catherine, si vous avez une idée sur la question. Alors, est-ce que c'est une mode ou est-ce que c'est une réelle volonté? Alors, je ne pense pas que ce soit une mode. Les médias, après, l'écosystème peut rebondir dessus et on peut avoir l'impression que c'est une mode. Je pense que c'est vraiment un phénomène nouveau. Nouveau, quand je dis nouveau, c'est depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, mais ça s'est accéléré ces dernières années, où effectivement, les jeunes veulent vraiment s'engager collectivement. C'est vrai que tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais c'est vraiment souvent à plusieurs dans leur projet, pour changer les choses. Et ils veulent vraiment trouver du sens à leur action.
Et je n'en prends pour preuve que les étudiants dauphinois, alors je vais faire un raccourci évidemment, mais avant, on voulait tous aller faire de la finance et dans les grandes entreprises. Maintenant, quand on leur parle de grandes entreprises, bof, ils préfèrent déjà les PME, voire les plus petites, et voire créer leur propre boutique pour s'amuser. Pas forcément pour la faire grandir, je suis entièrement d'accord. Pas pour reprendre l'entreprise, une autre entreprise parce qu'ils se sentent trop jeunes, et pas pour reprendre l'entreprise familiale non plus. Mais ils ont vraiment une vraie volonté d'engagement, de liberté, d'être acteurs de leur propre vie. Et donc tout ça fait que finalement, l'entrepreneuriat, la création d'entreprise, faire partie d'une équipe aussi, d'une autre start-up avec des copains, tout ça devient absolument naturel. Pour moi, c'est vraiment pas une mode, c'est une transformation de la société. Et puis, peut-être qu'ils changeront d'avis au bout de quelques années. Ils reviendront. Moi, j'ai pas mal d'étudiants qui ont fait ça, qui ont créé, qui sont revenus dans l'entreprise, qui ont recréé, etc. Mais au bout d'un moment, quand même, on sent que une fois qu'on a créé, une fois, deux fois, retourner dans une structure autre, c'est quand même compliqué. Hein. La liberté, c'est quand même aussi sympa. Jean-Pierre, sur Pépite même, voilà, donc on a déjà un petit peu parlé. Le dispositif a été créé il y a plusieurs années. On commence à avoir du recul. Est-ce qu'on pourra avoir déjà un premier bilan, voilà, est-ce que vous avez senti que vis-à-vis de cette création de ce dispositif-là, ça a été une nouvelle opportunité et vraiment les étudiants se sont dit OK, on a enfin les moyens d'y arriver? Ou est-ce que voilà, justement ça a été le prétexte c'est peut-être un échappatoire au salariat post-études? Ouais. Je voulais peut-être revenir sur l'effet de mode d'abord, parce que je suis étonné que Catherine n'ait pas dit. Elle a été une des cofondatrices ou la fondatrice de l'Académie de l'entrepreneuriat et de l'innovation, qui était en gros un signal fort dans l'enseignement supérieur, dans notre discipline, les sciences de gestion, pour développer la culture entrepreneuriale dans l'enseignement supérieur. Et si j'ai bonne mémoire, c'était en 99, 18, donc ça fait 20 ans. Donc il y a eu quand même un combat, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, d'enseignants, chercheurs dans les universités, dans les grandes écoles, qui ont voulu développer la culture entrepreneuriale, l'esprit entrepreneurial chez les étudiants. Donc ça, il y a eu, voilà, il y a quand même eu des gens qui se sont battus pour ça. Et par ailleurs, bon, le monde a changé, et ça, bon, je ne m'aventurerai pas là-dessus, mais effectivement, les jeunes, pour toutes les raisons qui ont déjà été données, ont évolué. Donc, il n'y a pas effet de mode. Par contre, les politiques, ceux qui communiquent dessus, eux, surfent sur la vague. Moi, je me souviendrai toute ma vie, le jour où on a sorti le statut étudiant-entrepreneur, qui était quand même une première mondiale, je tiens à le dire, à l'échelle d'un pays, de créer ce statut. Il y a eu 2 ministres qui ont communiqué derrière, une qui a dit le problème des banlieues est réglé avec le statut étudiant-entrepreneur, ils auront tous du boulot, ceux qui n'ont pas de travail dans les banlieues. Et l'autre ministre a dit on a créé un statut pour avoir des Bill Gates dans l'enseignement supérieur. Donc ça vous donne un aperçu que vous connaissez mieux que moi. C'est qu'est-ce que fait le politique sur la création d'entreprise? Soit c'est pour développer les richesses françaises, régénérer le tissu industriel, ou soit c'est seulement l'emploi. Et le père fondateur, c'était Raymond Barre, grand économiste de France, à qui on avait dit il y a 1 million de chômeurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils n'ont qu'à créer leur entreprise. Donc, et c'est donc vieux, ça c'est pour ceux qui sont proches de ma génération. Donc, voilà, c'est pas un effet de mode. Et puis, effectivement, et je pense que là, il y a des personnes bien concernées, notamment dans les grandes écoles, dans les écoles d'ingénieurs, à HEC. HEC qui n'a pas été, par exemple, très innovant sur, par exemple, les étudiants entrepreneurs à l'origine. Aujourd'hui, est presque dépassé par ces jeunes diplômés de grandes écoles qui reçoivent des offres d'emploi toutes les semaines sur leur boîte mail, etc., qui veulent créer des entreprises, créer des startups, monter ces projets. Donc, c'est pas tant un effet de mode. Là où on peut s'interroger, effectivement, c'est que c'est un parcours et que, j'ai presque envie de dire, je ferai l'analogie avec les césures, c'est que les étudiants peuvent faire une césure ou en fin d'études partir 1 an faire le tour du monde. Je pense qu'il y en a certains, notamment les plus brillants, qui se prennent 24 mois, je vais monter une start-up. Si ça marche, ça marche. Y compris si ça marche, on pourra la revendre. Et si ça marche pas, c'est pas grave, c'est un parcours. Et ils sécurisent totalement le parcours. Pour moi, le meilleur exemple, c'est qu'on a monté le programme Pépite à la station F. La première promotion qui a eu accès, ça a été 90% des grandes écoles. Ça, on n'a pas compris, parce que ça veut dire que
tous les jeunes des universités n'ont même pas candidaté, donc il y a de l'auto-exclusion sur un programme qui était ouvert à tous, mais on a fait un peu une étude qualitative sur comment ils vivaient les choses, etc. Ils ne prennent aucun risque. Donc là, vous voyez, en termes de discours sur créer une entreprise et prendre des risques, etc., ils se blindent au maximum pour que ça s'intègre dans leur parcours, si notamment ils doivent arrêter le projet. Donc j'en ai oublié la question, je suis comme les grands politiques, qui était sur la mise à l'accueil, si on avait les... Ouais, comment continuer à proposer des solutions pour les pousser? Voilà. Donc je pense que le gros défi aujourd'hui qu'a l'État français, enfin, le ministère de l'Enseignement supérieur au premier chef, c'est qu'on a lancé ce dispositif et qu'aujourd'hui, il a une certaine hétérogénéité, mais je pense que même chez vous, dans différents réseaux, toutes les structures n'ont pas toutes les mêmes moyens. Enfin, si je prends, je sais pas, Initiative France ou France Active, etc., il n'y a peut-être pas partout sur tout le territoire. Donc nous, on est complètement confrontés à ce problème. C'est qu'il y a des pépites, si je prends Grenoble, enfin voilà, il y a 60 000 étudiants, il y a 9 salariés dans le pépite. Si je prends l'Île-de-France, 30% des étudiants français, là, il y a 14 salariés en tout sur 8 pépites. Donc il y a des marges de progression, par exemple, sur l'Île-de-France. Et il y a un autre enjeu sur les territoires. Donc, comme je suis en forme, si le ministère de l'Enseignement supérieur ne veut pas qu'il y ait des gilets jaunes chez les étudiants, ils ont intérêt à se préoccuper aussi de tout ce qui est le tissu d'enseignement supérieur périphérique aux grandes villes. Quand vous êtes à Valence, ce n'est pas la même chose qu'à Grenoble. Valence est rattaché à Grenoble sur le plan juridique. L'université de Valence, c'est Grenoble. Donc, il y a... Je le dis ici, si Georges Veil était là, il serait fou, mon collègue, mais il n'y a pas de chargé de mission à Valence. Il y en a 9 à Grenoble, il y en a 0 à Valence, etc. Donc, il y a des enjeux énormes. Si je prends Aix-en-Provence, par exemple, c'est un pépite. Est-ce que la couverture est assurée jusqu'à Avignon de la même façon qu'à Aix? On peut se poser la question. Mais pas parce que c'est la faute d'Aix-en-Provence, c'est tout simplement, il y a un problème de moyens. Donc ça, c'est un enjeu. C'est déjà parce que... Je disais ce matin, tout le monde se préoccupe de la diversité dans les grandes écoles, etc. Faut-il encore que l'État s'assure d'offrir quand même un minimum de services publics à tout étudiant, quel que soit son territoire? S'il est à l'IUT de Lozère, ça existe. En Ardèche, il n'y en a pas, mais en Lozère, il y en a un. Je ne suis pas sûr que l'IUT de Lozère ait le même accès qu'à Montpellier, alors que ça dépend de la même université, etc., etc. Donc ça, c'est un vrai challenge. Ça, c'est un premier point. Le deuxième élément... Donc, un des enjeux majeurs, et là où ça marche le mieux, ça a été d'ouvrir des espaces de coworking. Donc, on est complètement sur un accompagnement formation, c'est-à-dire qu'il faut apporter des moyens. Il y a une dizaine de pépites qui ont ouvert ces espaces de coworking. C'est un point essentiel. Et là aussi, on n'en a pas parlé, on en reparlera, je crois, à la fin, mais il y a un enjeu énorme que ça se passe en harmonie avec les structures d'accompagnement et de financement des territoires. Je ne sais pas si vous le savez, mais normalement... Dans les pépites, il y a un comité de pilotage. La moitié des membres de ce comité de pilotage, ce sont des acteurs de l'écosystème entrepreneurial non enseignement supérieur. C'est-à-dire que normalement, c'est le réseau Entreprendre, c'est Initiative France, ça peut être BPI, mais qui est tous ces acteurs dans le dispositif pépite. Le dispositif pépite n'a pas les moyens de faire votre métier d'accompagnement et de financement des projets. Encore une fois, on est en amont, c'est du sourcing. Donc là-dessus, il y a un enjeu énorme. Procréa, pour moi, moi, j'étais venu il y a 4 ans. J'en ai beaucoup parlé au Pépite. Après, il y a des problèmes de moyens, mais je dis, allez à Procréa. Moi, vous rencontrerez tous les acteurs de l'accompagnement et du financement. Donc ça, c'est un point essentiel et je veux un peu insister là-dessus. C'est qu'effectivement, le dispositif Pépite tout seul ne peut pas répondre à la demande. Et je peux vous dire que cette année, le taux de sélection d'étudiants entrepreneurs augmente et que le risque du dispositif Pépite, c'est de devenir un système d'incubation. Et ça existait déjà, donc ça veut dire qu'on n'aura rien inventé, sauf à généraliser les incubateurs. L'idée forte de Pépite, c'était on sélectionne l'étudiant entrepreneur sérieux qui a une motivation pour monter un projet entrepreneurial. Ce n'est pas la crédibilité de son projet qui fait qu'on lui donne le statut. Ça, c'est votre boulot. Et ça, ça peut se perdre au fil du temps. Et puis, y compris, c'est plus confortable. Moi, le premier, je préfère m'occuper d'étudiants entrepreneurs, y compris les plus brillants, ceux qui ont des projets ambitieux, que d'aller faire de la sensibilisation à l'entrepreneuriat en premier cycle à l'université. Donc ça, c'est quand même des éléments de veille importants.
c'est que le dispositif Pépite, il est dans l'enseignement supérieur, mais vu sa mission, il ne peut pas la faire sans vous. Donc ça, c'est un élément important, parce que seul, ou alors il faudrait que l'État, c'est peut-être le cas l'année prochaine, je ne sais pas, il faudrait qu'ils mettent 15 ou 20 millions d'euros sur la table, et je ne pense pas que ce soit prévu pour l'instant. On y reviendra après. Béatrice, sur notre dispositif qui s'appelle Cap Jeunes, qui est un dispositif d'accompagnement et de financement aux jeunes entrepreneurs, qui a été créé par France Active. Ça a été créé il y a 6 ans, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'on peut déjà faire un constat et donner quelques perspectives sur ce dispositif ? Cap Jeunes, en fait, on l'a testé pendant 1 an, notamment en Occitanie, enfin dans le Languedoc-Roussillon, mais je ne sais pas si c'est encore politiquement correct de parler de sous-région, mais on l'a testé en 2011 et en fait, on en a vu la pertinence, d'où on l'a généralisé à l'ensemble du territoire. Le principe de Cap Jeunes est assez simple. Donc France Active, nous on intervient plutôt sur la partie accompagnement à la structuration financière et au financement des projets. On est parti du constat qui a été établi au tout début, c'est-à-dire que d'une part, ils ont peu de moyens, les jeunes, puisque ils en sont au début de leur vie. Et d'autre part, il manque d'expérience. Donc sur ce double constat, on s'est dit, voilà, on va les aider. Je me permets de réinsister sur aussi la cible des jeunes que l'on a, qui ne sont pas forcément issus des couches sociales les plus aisées. Donc on s'est dit, voilà, pour accompagner les demandeurs d'emploi, les bénéficiaires de minima sociaux qui ont moins de 26 ans, on va leur proposer une prime de 2 000 euros. C'est pas pour les 2 000 euros, c'est pour leur traduire la croyance qu'on a dans le projet. On met de l'argent financièrement, c'est de l'argent qui vient de l'Europe et du mécénat d'entreprise. Et ça renforce ses fonds propres, l'apport qu'il va pouvoir faire à l'entreprise. Ça fait effet de levier, je ne vous apprendrai rien du tout là-dessus. Et on va faire un accompagnement plus adapté, notamment dans sa relation avec la banque, parce qu'effectivement, il ne parle pas banquier, il ne sait pas trop faire, le banquier le prend un peu à la rigolade. Donc, voilà, il faut adapter l'accompagnement que l'on fait à la réalité du jeune qui est en face. Donc, 6 ans après, plus de 2000 jeunes ont bénéficié de ce programme Cap Jeunes. Et aujourd'hui, en tout cas sur les premiers taux de retour que l'on a, il y a 80% des structures qui sont encore vivantes 3 ans après. Donc on est plutôt content. En Occitanie, c'est le premier territoire dans lequel on développe Cap Jeunes. Et voilà, on voit la pertinence de cet accompagnement adapté. Et je pense qu'il faut effectivement, il ne faut pas pousser tout le monde et n'importe qui dans l'entrepreneuriat. Nous, on s'inscrit plutôt en aval de la chaîne d'accompagnement. Et ceux qui viennent jusqu'à nous ont plutôt un projet un petit peu maturé. Voilà. Et il y a un point qui est, à mon avis, peut-être paradoxal, mais important quand même, qu'on peut observer, c'est que on parle beaucoup d'ubérisation, de digitalisation, non seulement de l'économie, mais des relations qu'on a. Et à côté de ça, jamais les entrepreneurs, et en particulier les jeunes, n'ont eu besoin d'autant de proximité territoriale. Que ce soit dans l'accompagnement, dans les besoins de mise en réseau et de connexion. LinkedIn ne fait pas tout. Voilà, ils sont aussi beaucoup en attente d'humain et de relations sociales et directes. Donc je pense qu'il faut garder ça aussi à l'esprit. Et c'est nous ce qu'on a pu constater dans le cadre du déploiement de Cap Jeunes.
On va parler de quelque chose d'un peu plus spécifique et moins connu. On parle depuis tout à l'heure de la création. On va parler avec Radouane de reprise pour les jeunes entrepreneurs. Alors, est-ce que déjà c'est différent d'accompagner un repreneur plutôt qu'un créateur, notamment des jeunes? Est-ce qu'on peut et est-ce qu'on doit accompagner les jeunes vers la reprise? Est-ce que c'est quelque chose qui est essentiel aujourd'hui et trop peu méconnu finalement? Je voulais porter juste un petit mot sur la question juste avant. Effectivement, je peux vous faire un petit retour d'expérience de cet effet de mode où effectivement ça devient de plus en plus un sport de riche en fait, l'entrepreneuriat. Et ça peut être ok parce qu'effectivement, comme le disait mon cher confrère, si on considère que c'est l'entreprenance finalement, l'art qui est travaillé et pas forcément le fait d'être entrepreneur et qu'on vit ça comme une expérience, ça peut être ok, mais vous remarquerez quand même que c'est souvent du vélo avec les petites roulettes. Vous savez souvent que ceux qui prennent la décision d'y aller, c'est effectivement bon, je passe quand même mon master, bon après j'entreprends, puis si ça se passe mal, au pire j'ai mon diplôme, puis je retourne au salariat. Vous remarquerez que souvent c'est des personnes qui vont profiter de leurs 2 ans de chômage parce qu'elles ont déjà bossé un petit peu, et disent tiens je profite de tous les dispositifs finalement d'accompagnement des demandeurs d'emploi au retour à l'emploi pour vivre l'expérience. Donc effectivement, cet effet de mode on le découvre à partir du moment où il y a des outils incitatifs qui disent ok tente, si ça marche tant mieux, si ça marche pas, tu peux revenir en arrière et à part te prendre une grosse baffe dans la gueule, techniquement tu devrais pas y laisser trop de plumes. Effectivement là on a un vrai outil augmentatif du nombre d'entrepreneurs. Je ferme la parenthèse. La reprise d'entreprise, elle est justement là. Elle est structurée justement par un réseau d'accompagnement qui part avant tout des banquiers qui veulent lutter contre cet effet de mode. Parce qu'en fait, le dispositif Tous Repreneurs, il est né dans un IUP de finance à Nancy, où on forme à peu près 90% des banquiers de la place dans le coin où je suis. Et en fait, tout ça, ça part du constat de banquiers, d'experts comptables, d'avocats, enfin de juristes qui tournent autour des entrepreneurs et disent mais qu'est-ce que c'est chiant de bosser pour des gars qui, en fait, quand je dis gars, c'est femmes, hommes, qui n'ont pas éprouvé leur projet, quoi. Qui ont eu cette idée, cette envie d'entreprendre, mais le nombre de dossiers qu'on suit, le nombre de financements qu'on étudie, le nombre de business plans qu'on travaille, mais pour rien. Les gens, ils ont eu l'envie la semaine d'avant, ils sont venus nous voir, nous proposant des dossiers, puis vu que c'est des gens très agiles, avec des outils qui vont vachement bien, on sort un business plan, un truc, un machin, c'était un taf qu'on faisait il y a encore quelques années, il fallait être expert pour faire ce genre de truc, mais là aujourd'hui c'est vachement accessible. Donc en fait, on se pointe devant un banquier, un expert comptable, donc en réalité, il y a un très beau marketing du dossier, mais il y a un super léger pourquoi. Parce qu'à la question de ouf qu'on pose à un entrepreneur, mais pourquoi tu veux entreprendre? C'est quand même vachement dur d'entreprendre. Une fois que tu détermines un métier, il y a faire un métier, et faire un métier sous la forme entrepreneuriale. C'est-à-dire faire un métier, c'est se mettre un premier sac à dos sur le dos, puis faire un métier sous la forme entrepreneuriale, on se met un deuxième sac à dos d'emmerde, c'est-à-dire fiscalité, concurrence, prud'homme, enfin bref, tout ce qui va avec. Et puis quand on lui pose la question de dire, mais t'as un job équivalent, pourquoi tu veux entreprendre? Pourquoi tu veux te mettre des emmerdes supplémentaires pour le dos? T'es bête ou tu le fais exprès? Et assez souvent, vous vous rendez compte que le pourquoi, il n'est pas là. Il y en a plein qui, effectivement, avaient juste envie de le vivre comme une expérience, mais il n'y avait pas une envie très fondée de dire voilà pourquoi je veux faire ce projet-là, voilà pourquoi il me correspond et voilà les moyens que je vais donner à mes ambitions. Donc en fait, ce constat, il était partagé par des banquiers, et puis les banquiers, ils étaient prêts à nous dire mais moi, dans cet aspect de l'entrepreneuriat, on a une préférence pour la reprise d'entreprise parce que 9 fois sur 10 dans une créa, quand ça se passe mal, ça vient du fait que le créateur d'entreprise, il n'était pas bien préparé. Il y a des fois, le projet, il était vachement bien, mais il était juste pas en adéquation avec la personne. Ou des fois, le projet était juste pas bien préparé. Enfin bref, il y a tout un tas de trucs qui faisaient que 9 fois sur 10, quand ça se passe pas bien, eh ben en fait, c'est du fait de l'entrepreneur. Et donc, on a travaillé avec les banquiers en disant, mais qu'est-ce qui pourrait être un parcours qui améliore la préparation du futur entrepreneur? Donc en fait, on a commencé à prendre les briques qui pouvaient être les comment vous dire ça? Les éléments qui allaient tout simplement rassurer le banquier. Et le banquier, c'est simple, dit moi, c'est simple, je veux qu'on me rassure sur l'aspect adéquation homme-projet. Donc les projets, les banquiers savent très bien les analyser parce que études de marché, trucs muches, machin, c'est très bien. Comment je fais pour savoir à qui j'ai affaire? C'est qui la personne? C'est quoi ses talents? Est-ce que je dois vraiment me reposer sur son diplôme ou est-ce qu'il faut que j'aille creuser un peu pour voir finalement qu'est-ce qu'il a dans les tripes? C'est quoi ses talents? C'est quoi son point fort? Est-ce qu'il est plutôt commercial? Parce qu'il peut être très bon commercial mais être une bille en gestion. Il peut être très bon en gestion et très mauvais dans son management. Enfin bref, dans l'idée, c'est de se dire mais j'ai qui en face de moi? C'est quoi son talent? Donc première brique pour rassurer le banquier, c'était de faire un travail sur ses aptitudes et ses talents.
Deuxième truc, c'était y incorporer un module de formation entrepreneuriale pour s'assurer au moins qu'ils aient la caisse à outils minimum qu'il faut avoir quand on est entrepreneur. De 3, avoir un réseau, c'est-à-dire de ne pas y aller seul, parce que c'est pas parce qu'on a un super diplôme ou qu'on a juste l'envie d'entreprendre que d'un coup on est entouré d'experts comptables, de notaires, de banquiers, d'avocats, de tout ce qui constitue l'écosystème entrepreneurial. Donc en fait, nous, tout ce qu'on a créé, c'est tout simplement un parcours qui n'avait comme vocation que de rassurer un banquier. Donc les personnes qui rentrent dans notre parcours, ça dure 6 mois. Premier travail qu'elles font, c'est de découvrir leurs talents et leurs aptitudes. Ensuite, elles vont passer un titre entrepreneurial, un DU, un diplôme qui leur permet d'aller acquérir les fondamentaux de l'entrepreneuriat. Donc ça repose sur du droit, du chiffre et du commerce. Ensuite, ils se cultivent un réseau avec du mentorat, etc. et tout le cocktail, qui fait que quand on se pointe devant un banquier, on a coché 3 à 4 des bonnes cases qui vous permettent de dire à votre banquier, tu peux me prêter un petit peu de sous, j'ai travaillé mon projet. Et vous aidez ces repreneurs à trouver le projet qui correspond parfaitement à leurs envies, à leurs ambitions ou... À partir du moment où on se connaît, ça devient votre espèce de patron de couture ou votre espèce de logiciel vous permettant de choisir. Il va y avoir 600 000 entreprises. Alors le chiffre peut être discutable, parce que des fois on dit 500, des fois 1 million. Mais il va y avoir techniquement avec la pyramide des âges entre 600 et 700 000 entreprises à reprendre dans les 5 à 10 ans à venir en France. C'est tous les baby boomers qui sont en âge de partir en retraite et qui vont transmettre leurs entreprises. De quoi on parle quand on parle de ces entreprises? 90% d'entre elles, c'est des très petites entreprises. Donc c'est des boîtes à très faible valeur. Et personne s'en occupe, tout simplement, parce qu'en fait, elles n'ont pas beaucoup de valeur. C'est-à-dire que j'entends pas là, elles ont une vraie valeur économique pour le territoire. Je ne sais plus où est mon collègue de la CCU avec qui on discutait tout à l'heure de la vraie valeur économique d'une entreprise dans un territoire rural, dans un village, des petites boîtes qui font vivre tout, qui font le lien social dans un village, qui font l'emploi, qui font la vie de certains territoires. Donc elles ont une valeur économique pour un territoire, mais aucune valeur transactionnelle. Voilà pourquoi tout le monde s'en fout. Donc les agents d'affaires s'en occupent pas, les experts comptables non plus. Donc en fait, tout le monde, il est des fois préférable de la laisser crever, de tirer le rideau, et puis de se dire bon bah je vais quand même pas m'emmerder à la transmettre. Donc en fait, en réalité, il va y avoir un choix énorme pour tous les entrepreneurs qui veulent entreprendre mais qui n'ont pas d'idée, d'aller piocher dans une de ces 600 000 entreprises. Comment je la choisis? Eh ben, je pars de moi et de mes talents. J'essaye de découvrir quels sont mes talents et ce que j'aime bien faire. Je vais visiter cette boîte dont tout le monde en a rien à foutre. J'essaye de savoir quel était le rôle clé du dirigeant et qu'est-ce qu'il faisait tous les matins quand il arrivait dans son entreprise. Si c'est un rôle que je me sens de jouer, eh ben, je suis en train de commencer à découvrir une des entreprises dont je pourrais faire l'acquisition. Si je me rends compte que le rôle clé du patron, par exemple, c'est d'être commercial et que moi, je suis pas du tout commercial, je suis juste en train de découvrir que c'est une entreprise qui ne m'est pas du tout adaptée. Donc, l'idée pour ces nouveaux entrepreneurs, repreneurs, c'est de leur donner les clés de ce nouveau monde. Les clés de ce nouveau monde, c'est la compréhension de leurs talents, et ils se servent de leurs talents pour aller choisir une des entreprises dans lesquelles ils vont pouvoir aller faire rayonner leurs talents. Merci. Alors on va arriver à la partie la plus intéressante pour vous. Finalement, on a compris que le jeune entrepreneur est un public plutôt spécifique et plutôt légitime. On ne parle pas vraiment de mode. Alors la question, c'est, on y reviendra plus tard, qui pour les accompagner, ces jeunes ? Et surtout, comment les accompagner? Alors, je vais commencer par Béatrice. Alors, on avait discuté, pour vous, le cœur de l'accompagnement des jeunes, c'est l'échange, c'est du réseau social, c'est-à-dire? Enfin, je vais reprendre, j'ai un peu anticipé, je pense, tout à l'heure, mais ça, c'est mon côté désorganisé à moi. Et pourtant, je suis plus très jeune, mais bon, c'est pas grave. Je pense que cet accompagnement, il doit être effectivement à la fois digital et humain. Je réinsiste là-dessus, mais voilà. Nous, ce que l'on voit, c'est que donc on a plusieurs antennes en Occitanie, par exemple, et on accueille les futurs entrepreneurs pour échanger avec eux sur leurs projets, leur business plan, bon, comme plein d'entre vous là-dessus. Et on voit aussi que dans le cadre du suivi, le contact, une fois qu'ils ont eu accès au financement et qu'ils ont monté leur boîte, le contact, il est un petit peu plus difficile à maintenir. Alors nous, comme on est financier, on s'est engagé financièrement à leur côté, on veut quand même savoir comment ils vont. On voit aussi que pour rester en contact avec eux, il faut passer par les réseaux sociaux parce que c'est comme ça qu'ils vont communiquer avec nous a posteriori. Donc, par exemple, France Active RD Occitanie a créé sur sa page Facebook un espace dédié aux bénéficiaires,
aux jeunes, pour que, ils puissent nous envoyer les documents dont on a besoin et qu'ils puissent échanger entre eux. Voilà. Donc je pense qu'il faut un peu cette souplesse là. Et notre constat, et je rejoins ce qui a été dit depuis ce matin, en fait, autour de l'engagement. Nous, c'est évidemment quelque chose dont on est très convaincu à France Active. Et aujourd'hui, on voit que sur cette question de l'engagement, les jeunes, les autres aussi, mais les jeunes plus particulièrement, ont besoin et envie d'être accompagnés aussi sur cette thématique. C'est-à-dire comment, au-delà de mon projet économique, au-delà de... j'entends beaucoup parler de start-up. C'est un modèle parmi plein d'autres. Quand je reprends la petite épicerie du fin fond du village de la Lozère, je vais attaquer personne, mais je cherche pas à faire une culbute financière de folie, mais en revanche, il y a quelque chose d'autre qui m'anime, et j'ai envie aussi qu'on m'aide sur cette dimension territoriale, sociale, environnementale, etc., tout ce que vous connaissez. Donc, nous, aujourd'hui, on est en train de construire un accompagnement ou une mise en réseau, parce qu'on ne va pas faire tout seul, ce n'est pas l'objectif, mais sur cette partie engagement qui, si je dis qu'elle sera indissociable de la création d'entreprises demain, j'exagère peut-être un peu, mais je ne suis peut-être pas si loin de la réalité non plus. La création d'entreprises uniquement pour soi, pour se faire plaisir, pour gagner plein de fric, je pense que c'est quand même assez dépassé et que la quête de sens, elle est importante. À nous aussi de répondre à cette demande, à ce besoin des jeunes. Voilà, parce qu'en plus, quand les jeunes ils demandent vraiment. Hein. Donc, faut qu'on puisse leur répondre si on veut correspondre complètement à leurs attentes. Ok, du physique et du digital. C'est vrai que on va parler de génération Y, génération Z. Catherine, on avait parlé de gaming obligatoire ou non. C'est vrai qu'il y a quelque temps encore dans les facs, dans les lycées, c'était la mode des serious games spécialisés entrepreneuriat. Comment on pourrait gamifier l'expérience pour donner envie aux jeunes d'entreprendre. Est-ce que ça c'est obligatoire ou est-ce que finalement c'est gadget et les jeunes n'en ont pas vraiment besoin ? Pour répondre à cette question, j'ai envie de revenir un tout petit peu sur ce qui a été dit à deux reprises différentes, sur le mot entrepreneuriat. Quand nous on dit entrepreneuriat, c'est vraiment au sens large. Ça veut dire que c'est vraiment entreprendre sa vie, développer son esprit entrepreneurial. Et c'est vrai que les pépites avaient été créées au départ avec cette idée-là. Et puis, donc ça veut dire sensibiliser les jeunes au développement de leur propre esprit entrepreneurial, de leur propre envie de vivre une expérience. Et donc, ça a trait aussi à l'apprentissage. Et puis, en bout de parcours ou à un certain moment, certains peuvent être vraiment très sensibilisés, il peut y avoir un déclic et ils ont envie de passer à la création d'entreprises, mais qui est une partie du phénomène de l'entrepreneuriat complet. Donc, au niveau de la sensibilisation de l'entrepreneuriat, c'est vrai que ça touche de plus en plus, et je dirais heureusement, alors ça touche l'ensemble des écoles de commerce, des étudiants d'écoles de commerce, ça touche quasiment l'ensemble des étudiants d'écoles d'ingénieurs, ça touche toutes les universités, toute la partie gestion, ça touche de plus en plus, ça se répand partout. Et c'est vrai que là, pour inciter, donner de l'appétence à ces jeunes, c'est vrai que là, l'aspect jeu, l'aspect fun, l'aspect compétition, l'aspect challenge, que ce soit des week-ends, que ce soit des challenges, que ce soit du gaming, de toutes sortes, ça marche bien. Ils sont très friands, ça leur donne l'envie, ils travaillent en équipe mixte et ils se rendent compte que finalement, au bout de 24 heures, ils peuvent sortir un truc qui a finalement quand même de la gueule et qui pourrait être éventuellement retravaillé, repris et que ça pourrait faire une vraie entreprise. Voilà, mais ça c'est le premier stade et ça je dirais à la limite c'est notre rôle à nous d'enseignants de travailler là-dessus et ça fonctionne bien. Donc après à nous d'inventer encore d'autres systèmes de jeu, etc. Tout ce qui est serious game et autres fonctionne.
Après, au niveau création, pour ceux qui ont envie de créer, là, effectivement, l'accompagnement change de niveau. L'objectif est complètement différent. Et je pense qu'on a deux difficultés. C'est qu'ils sont très informés. Ils ont suivi des MOOC, ils ont été voir sur Internet, ils savent plein de choses. Ils croient surtout savoir beaucoup de choses. Et ils ont besoin en même temps d'accompagnement, ça c'est vrai, accompagnement physique, en face à face, avec des gens, ça c'est clair. Mais en même temps, la grosse difficulté qu'on a, c'est qu'il faut les accompagner sans leur montrer qu'on les accompagne. Bon. Donc ça veut dire qu'il faut les tutorer, les mentorer, etc. Les réorganiser de temps en temps, mais pas trop, les laisser faire leur projet, leur laisser faire leur premier pas, c'est aussi leur apprentissage. Et je pense que le rôle du tuteur, trouver la bonne personne pour les tutorer, c'est assez compliqué. À mon avis, ça c'est le point le plus subtil. On a essayé d'y faire cette solution. On s'est dit, puisque ça n'a pas l'air de marcher très très bien, on va leur donner des tuteurs jeunes. Il y a des systèmes qui fonctionnent où ils ont un tuteur à peu près du même âge, plutôt gestionnaire, mais pas forcément. Et ça marche bien, mais c'est plutôt un copain, et ce copain, il n'est pas spécialement crédible. Donc après, on s'est dit, finalement, il faut leur donner un tuteur professionnel et qui a un peu de bouteille et qui connaît le secteur et qui va les aider. Ça marche aussi, mais de temps en temps, le tuteur professionnel, il a tendance à dire « Oui, mais enfin, moi, je sais, moi, c'est comme ça, il faut faire ça, etc. » Et là, à ce moment-là, le jeune, il n'a pas très envie, il trouve que c'est trop... Il rentre dans un carcan et ça ne marche pas. Et à mon avis, et je l'ai bien vécu quand j'ai dirigé le PEPIT PSL, trouver les bons tuteurs, alors ça ne remet en rien en cause la qualité intrinsèque du tuteur, mais avoir la bonne adéquation, on parle toujours d'adéquation homme-projet pour la création, mais l'adéquation créateur-tuteur, c'est très très subtil à faire fonctionner. Et ça, de temps en temps, on gagne, ça marche, et alors là, c'est génial, ça fait des duos extraordinaires. Quelquefois, les tuteurs partent dans l'aventure avec les jeunes, et puis quelquefois, ça marche pas du tout. Et quand ça n'a pas marché une fois, quand ça n'a pas marché deux fois, après, ils sont très très réticents. Et moi, c'est le point sur lequel j'aimerais bien trouver plus de solutions. J'ai toujours essayé de faire attention, mais c'est compliqué. Donc finalement, ils attendent quand même une présence physique. Parce que tout à l'heure, c'était intéressant, on a parlé aussi d'espaces de travail communs, voilà, d'espaces de coworking. C'est vrai que moi, expérience personnelle, avant que j'ai mes bureaux, j'étais le premier à aller bosser à l'espace de coworking de la French Tech à Montpellier. Est-ce que les structures d'accompagnement pourraient avoir un rôle pour le développement d'espaces comme ça ? C'est vrai qu'on le voit dans les grosses métropoles, je ne pense pas qu'on le voit partout. Ouais. Comment on pourrait essayer de maximiser ça et de développer ça un peu partout ? Alors, ce qui est intéressant de voir aussi, alors les espaces de coworking, c'est très intéressant pour eux, et surtout, à mon sens, les espaces de coworking mixtes. On a vécu ça un peu dans les incubateurs. Ça veut dire que quand on fait des séances d'accompagnement des porteurs de projets de manière collective, finalement, ils apprennent à se connaître, à voir qu'ils ont envie de faire du business les uns avec les autres, et que finalement, leurs projets peuvent s'imbriquer, et ils font du business avec eux. Donc, il me semble que les incubateurs alors je ne sais pas si c'est politiquement correct, mais en tout cas c'est mon avis, les incubateurs dédiés aux jeunes ou les espaces de coworking dédiés aux jeunes, ça ne me semble pas une vraie solution, mais je pense que la mixité des populations, alors pourquoi pas autour de vos réseaux aussi, me paraît une meilleure idée. Je voulais juste faire une petite rectification. Tout à l'heure j'ai parlé de la station F. Ça concerne 40 étudiants entrepreneurs sur 4500. Donc les étudiants entrepreneurs en France ne sont pas là pour créer des start-up, c'est marginal dans les 4500. Et ceux qui veulent gagner du fric, je ne sais pas quoi, c'est encore plus marginal. Et comme l'a dit Catherine tout à l'heure, c'est vrai qu'ils sont dans la recherche quête de sens. Ce qui est le plus déstabilisant, notamment pour vous, plus que pour nous, c'est que je pense que c'est un propos d'étape. C'est-à-dire qu'ils sont tout à fait prêts à aller vous rencontrer le réseau Entreprendre, Initiative France, chercher un prêt d'honneur.
ne faudra pas qu'ils le disent, on va leur dire de ne pas le dire, mais c'est peut-être pour un projet de 3 ans. Et ce n'est pas pour un projet, quand on voit les indicateurs d'efficacité qui sont la pérennité des entreprises, je ne suis pas sûr que ce soit les bons indicateurs aujourd'hui face à ces nouveaux, à ces jeunes qui vont créer des structures, mais ce n'est pas des projets de vie, ils n'ont pas envie d'être entrepreneurs pour 40 ans. Ils ne sont pas sur des projets professionnels de 40 ans, même quand ils ont l'opportunité de pouvoir rentrer chez Schneider pour 40 ans ou presque, ou dans la fonction publique, ce n'est pas ça leur truc. Donc ça, je reconnais, ça c'est nouveau et c'est compliqué. Alors, sur l'accompagnement, il y a un autre élément que je voulais rajouter sur l'accompagnement, c'est qu'on met 2 tuteurs à l'étudiant entrepreneur. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a un tuteur académique, ça c'est obligatoire, on est dans l'enseignement supérieur, de sa formation initiale, là où il est inscrit, et un praticien. On ne dit plus un professionnel, parce qu'autrement ça veut dire que les académiques ne sont pas des professionnels. Donc, un praticien, ce praticien c'est qui? C'est soit un entrepreneur, et notamment, ou alors un chargé de mission de structure d'accompagnement et de financement. Comme on sait que vous n'avez pas beaucoup de boulot, on s'est dit, tous ces réseaux, ils existent déjà, et ils peuvent venir dans Pépite pour tutorer des étudiants entrepreneurs. Mais ça, c'est très important que vous le sachiez, parce que ça... Je vais faire un peu de provoque. Tout ça, c'est ce qu'on a écrit. Ça ne veut pas dire que ça marche dans les 31 pépites. Il y en a qui ont peut-être oublié, 4 ans après, que Initiative France, Réseau Entreprendre, je ne sais pas qui, voire l'ADI, dans certains cas, etc., devaient être autour de la table des pépites. Donc je le rappelle, et notamment par cette idée de double tutorat. Après, depuis, en 4 ans, beaucoup de pépites ont essayé de... On est en concurrence avec d'autres structures. Nous-mêmes, je vais faire mon parisien alors que je suis de l'Ardèche, mais je suis allé à Paris pendant 9 ans. À Paris, il y a énormément de structures qui s'intéressent aux étudiants entrepreneurs, qui font du business, qui veulent récupérer les beaux projets, pas tous, ils veulent sélectionner, récupérer ce qui les intéresse. Et nous, on est face aussi à des acteurs de ce type-là. Et l'idée importante, c'était de se dire qu'il faut absolument qu'on puisse développer des marques, être présent sur les réseaux sociaux avec des marques, etc., etc. Mais tout ça ne va pas de soi, quoi. Tout le monde n'est pas nécessairement d'accord, etc. Et donc, on a monté un programme qui s'appelle Pépite Starter, dans beaucoup de pépites, pour les étudiants qui sont disponibles pendant 5 mois, notamment la période de stage, de pouvoir avoir un programme qu'on a appelé programme d'accélération. Bon, ça a excité tout le monde. Ça veut dire qu'on explique à tout le monde qu'on fait du sourcing pour toutes les structures d'accompagnement et de financement, mais on met des mots comme accélérateur, alors que normalement c'est après les incubateurs. Enfin bref. Nous, c'était seulement de dire accélérateur de projet, être capable de se dire les étudiants les plus motivés, quelle que soit la nature de leur projet, que ça soit ouvrir une pizzeria à Vallon-Pont d'Arc ou monter une start-up, ceux qui sont motivés et qui sont disponibles, alors ça c'est inégalitaire parce que certains financent leurs études, etc. On essaye de renforcer les moyens, notamment par du mentorat, et avoir un programme d'accélération avec des étapes clés pour être en capacité d'encourager l'étudiant à s'arrêter au bout de 5 mois, ou au contraire de lui dire c'est bon, tu peux aller voler tes propres ailes ou continuer à réfléchir. Mais ça, c'est un élément important. Et ça, franchement, je pense que ça a beaucoup déstabilisé le monde enseignant, c'est de se retrouver face à des personnes qui voulaient des réponses. C'est-à-dire que l'enseignant, en général, est très bienveillant. Quand un étudiant entrepreneur vient le voir, lui parler de son projet, etc., il dit oui, c'est bien, tu as avancé. Ce qui intéresse l'enseignant, c'est de savoir si l'étudiant a bossé, s'il bosse. Mais si l'étudiant commence à poser des questions du type « bon, j'y vais ou j'y vais pas », etc., bon, là, ça peut un peu beaucoup déstabiliser les tuteurs et autres. Donc ça, c'est là où il y a des enjeux importants, qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, pas non plus encore une fois, l'objectif c'est pas que tous les étudiants entrepreneurs créent des entreprises, mais effectivement ne pas faire du prosélytisme aveugle dans ce domaine. Donc il y a eu cet enjeu Pépite Starter, et moi je crois beaucoup à l'espace de coworking. C'est-à-dire, alors je crois beaucoup, après maintenant que j'ai plus la mission, je peux en parler. Après, je pense que je me suis fait des illusions. Mon grand rêve, alors je suis à Grenoble. À Grenoble, vous avez des écoles d'ingénieurs et tout, puis le territoire est petit dans la cuvette grenobloise. Et mon grand rêve, c'était de se dire, on va avoir un espace de coworking commun, grandes écoles, universités, Bac+1, Bac+8, et tout ce beau monde, et je parle que des étudiants, je ne parle pas après d'autres populations, va se fréquenter et ça va créer de l'émulation. Dans les faits, ça ne va pas de soi.
j'ai mon ami Dominique Frugier qui bosse à la CTI. Un étudiant d'école d'ingénieur, il veut un challenge, il veut des prix, il veut être premier au prix. Ils sont formatés comme ça, quoi. Ils ont fait des classes préparatoires, ils ont passé des concours, et ils veulent des concours. Mais ça, je l'ai pris en pleine figure. Et là, je me suis dit, merde, j'ai pas les mêmes à l'université quand même. Hein. C'est pas la même population. Donc rien que là, au niveau des étudiants entrepreneurs, mon grand rêve, aujourd'hui je le dis, je l'ai jamais dit ailleurs qu'ici, et c'est la première fois, peut-être que je me suis même planté rien que sur une population d'étudiants. C'est-à-dire le grand mixte, je vais avoir des étudiantes de la fac de lettres qui vont rencontrer les ingénieurs de l'INP et qui vont les dégrossir sur d'autres domaines que les sciences. C'est peut-être un rêve. Ça va pas de soi. Alors, on peut raconter que ça va de soi, on les mélange tous, mais ceux qui sont à la station F, justement, c'est pas tout à fait les mêmes qu'à l'université de Grenoble. Donc ça, c'est un élément. Après, l'élément sur lequel je suis attaché, c'est sur mes fameuses antennes universitaires autres que les grandes métropoles. À Lyon, Grenoble, Marseille, etc., il n'y a pas de difficulté. Ils se débrouilleront pour avoir des espaces de coworking pour les étudiants. Par contre, toutes les villes satellites, à Avignon, à Valence, à Perpignan, ils ont fait beaucoup de choses. Mais là, il n'y aura pas la taille critique. Et si on veut ouvrir des espaces de coworking pour des étudiants, il n'y a pas 50 étudiants entrepreneurs à Valence. Donc nécessairement, effectivement, ça doit se faire avec d'autres populations, avec d'autres structures d'accompagnement. Je pense qu'effectivement, c'est un élément d'émulation. Et peut-être qu'effectivement, en termes de segmentation, d'attitude et de comportement, il y a peut-être plus de liens avec quelqu'un qui crée une entreprise par un réseau d'accompagnement et qui a 35 ans ou qui a 40 ans, avec un étudiant d'université, plutôt qu'avec un étudiant d'université, un étudiant de... Enfin, c'est pas que l'âge qui fait effectivement l'homogénéité. Donc ça, c'est vrai que là, il y a des marges de progression. Je pense que structures d'accompagnement et de financement sont largement confrontées à cette idée quand même que rarement, jusqu'à maintenant, beaucoup n'avaient pas développé la proximité avec les porteurs de projets. C'est-à-dire que, si je parle des structures que je connais le mieux, on passe dans des comités d'engagement, on est accompagné, mais à temps partiel. Il n'y a pas cette idée d'espace de coworking nécessairement dans toutes les structures d'accompagnement, du moins celles qui existent depuis 30 ans. Et que là, il y a peut-être une opportunité au niveau des collectivités territoriales pour ouvrir ce type d'espace, et y compris pour avoir de la mutualisation et des économies, des économies financières, clairement, puisqu'il faut animer ce type de lieu, ça coûte cher, et puis il faut une taille critique. Et je peux vous dire que la taille critique, même avec des étudiants, ça ne va pas de soi. Alors PSL, je prends l'exemple de PSL, c'est un des premiers qui a été créé, mais ça c'est l'archétype, et c'est le plus beau pour moi, mais il est dans le 5e à Paris. L'étudiant paye 20 € je crois par mois, alors que ça coûte au minimum 250 € à la station F par mois, etc. Donc là, ça marche très bien et il est plein. Par contre, ouvrir un espace de coworking, même sur un campus, c'est très compliqué, parce qu'il y a des enjeux de vie sociale, et que par exemple, aller expliquer au président d'université qu'un espace de coworking, ça doit être près des bistrots. À 17h, les étudiants ont envie d'aller boire un coup, il y a le happy hour, et que si vous êtes sur le campus de Grenoble à Saint-Martin-d'Hères, vous prenez un sacré challenge et un sacré risque, c'est que c'est à 20 minutes le centre-ville. Donc, garder un étudiant entrepreneur après 17h dans l'espace de coworking de Saint-Martin-d'Hères à 20 minutes du centre-ville de Grenoble, je demande à voir. Alors, ils sont là, s'ils étaient là, ils répondraient. Mais un étudiant, il a besoin d'être aussi dans la vie sociale. Et ils font des pauses, ils sont insupportables. C'est-à-dire qu'il va bosser, il va arriver à 10h30 jusqu'à 17h, il va partir jusqu'à 21h, et puis il va revenir à 21h. Université, ouvrir des espaces de coworking après 21h, à PSL, il ne faut pas le dire, ils le font en toute illégalité, c'est-à-dire que les étudiants avaient les codes, peuvent y aller le week-end, etc., mais c'est strictement pas possible du point de vue de la sécurité dans une université. Vous ne pouvez pas garder des études, on va dire qui les garde, qui les surveille, etc. Donc il y a des enjeux, à mon avis, énormes, effectivement, à partager ces espaces de coworking avec d'autres structures que seulement celles de l'enseignement supérieur. Et une question, alors, est-ce qu'on doit forcément passer par des organismes dédiés? Parce que d'après ce que je comprends, non. Mais je vais vous raconter une petite expérience personnelle. Donc, fin de mon Master 2, j'étais en train d'écrire le mémoire. On avait un projet qui était plutôt avancé par rapport aux autres étudiants entrepreneurs du pôle. Premier pitch devant un gros incubateur technologique de la région, je ne vais pas citer le nom.
On fait le pitch, tout se passe merveilleusement bien. Et première question de la chargée d'affaires, c'est est-ce que vous êtes toujours étudiant? Alors on lui a dit oui et non. Oui, on est toujours étudiant, mais non, on n'a plus de cours. On écrit notre mémoire et puis c'est fini. Elle m'a dit ok, ça va alors. Alors finalement, voilà, j'ai fait mon mémoire sur la légitimité de l'étudiant entrepreneur vis-à-vis de l'écosystème entrepreneurial. Donc je sais un petit peu de quoi je parle. Mais est-ce qu'on doit passer par des organismes dédiés? Sinon, non. Mais est-ce que vous vous sentez aussi capable d'accompagner ces étudiants-là? Et est-ce que vous n'avez pas un petit peu de mal à percevoir le vrai entrepreneur qui est derrière, voilà, le côté fun et le côté... Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre à la question autour de la table. Il y a un truc dont je suis très fier, c'est d'avoir fortement contribué à inventer un concept qui vient de rentrer dans le Larousse, qui s'appelle l'étudiant entrepreneur. Ça aussi, il ne faut pas le répéter, c'est une vraie catastrophe. Les étudiants entrepreneurs veulent qu'on les appelle n'importe comment, sauf étudiants entrepreneurs. Donc c'est un peu la pub du CIC pour ne pas les citer. C'est-à-dire qu'un étudiant entrepreneur, il ne veut surtout pas qu'on dise qu'il est étudiant entrepreneur, il veut dire qu'il est entrepreneur. Mais nous, on voulait quand même garder le côté, il n'est pas nécessairement en phase d'immatriculation où il n'a pas immatriculé une structure, donc voilà. Donc ça, c'est un truc hyper rigolo, ça a bien marché. Maintenant même, on avait notre colloque de l'Académie d'entrepreneuriat, il y avait des papiers sur les étudiants entrepreneurs, donc c'est devenu un concept et tout ça, donc ça c'est une grande fierté, sauf que c'est une catastrophe. Jamais un étudiant d'HEC marquera sur LinkedIn « je suis étudiant entrepreneur ». Donc ça c'est une réponse. Après, je pense que vous avez donné aussi l'autre réponse. Si les structures n'ont pas compris qu'il fallait récupérer les étudiants, même si c'était encore étudiants, dans leur dispositif, eh bien, elles vont en perdre un paquet, et ça, c'est dommage pour des structures, y compris parce qu'on a créé un statut qui permet d'alléger les programmes, de donner des équivalences pour que l'étudiant ne fasse pas, puisse avoir des éléments dérogatoires. Et enfin, encore une fois, ce dispositif Pépite, il n'a pas été conçu comme un dispositif d'accompagnement. C'est un dispositif avant tout de formation qui s'appuie sur l'accompagnement d'un projet, mais il peut être totalement en tuilage, en chevauchement avec d'autres structures, avec des incubateurs, avec des structures d'accompagnement et de financement. Ce n'est pas un problème, puisque, encore une fois, nous, on n'a pas les moyens, de toute façon, de nos ambitions. Et par ailleurs, quand l'étudiant... dès son Master 2 ou même sa licence, a besoin d'autres structures, il n'y a aucune raison qu'il n'aille pas les voir, qu'il soit incubé, qu'il ait demandé un prêt d'honneur à une structure, etc. Ça ne pose aucune difficulté sur le papier. Après, bien sûr, mais ce n'est pas pire que des gens qui travaillent, qui créent une entreprise, etc., etc. Donc, pour moi, il n'y a aucune difficulté, surtout si tous les gens qui sont là vont bien rappeler aux pépites. On vous rappelle que les structures d'accompagnement et de financement font partie de la gouvernance du Pépite. Alors pour finir, avant de vous donner la parole, Radouane, on a beaucoup parlé du dispositif Pépite et des étudiants là. Juste pour terminer, comment accompagner les jeunes créateurs, les jeunes non étudiants? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, des biais psychologiques peut-être à prendre en compte? Est-ce qu'il y a des outils spécifiques, peut-être plus sur le pro, qui connaissent peut-être moins que les étudiants, je ne sais pas. Humblement, je ne peux que vous faire le témoignage de ce qu'on fait. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Enfin, nous, on a fait le choix de le faire. Nous, on les fait jouer à un jeu qui ressemble un petit peu à La France recherche son incroyable talent. C'est-à-dire qu'en fait, ils viennent travailler à préparer un casting. Alors, ce qui peut être intéressant, peut-être, si je peux vous permettre de vous faire le retour d'expérience, nous, on crée des promos parce que ça permet de faire un effet de corps. Et ce qui est sympa, c'est qu'on a des gens qui arrivent avec le moral tout en haut, mais on s'aperçoit que des fois ça redescend vachement vite. On a des gens qui arrivent avec un moral tout petit, puis finalement, je sais pas pourquoi, ça remonte vachement bien, puis c'est finalement eux qui tirent, ceux qui étaient un peu les grandes gueules du début, machin. Ce qui est vraiment sympa, c'est que dans cet effet de corps, en fait, on arrive à avoir des gens qui se soutiennent et qui essayent d'aboutir ensemble à leur projet. On saupoudre tout ça du fait de leur dire, si tu as un projet, si tu as une idée, on s'en fout. Il faut surtout pas nous la raconter, parce que nous, on considère que l'idée, c'est pas important. Ce qui est important, c'est toi en tant qu'être humain. Donc si tu as une idée, que tu as un projet, que tu es arrivé avec, ne fais surtout pas l'erreur de nous la raconter à nous, déjà parce qu'on s'en fout. Et puis surtout, tu devrais, mais encore une fois, ça n'engage que nous, je suis désolé, c'est un peu la philosophie de nos travaux, tu devrais aussi t'en foutre. Parce que finalement, demain, si ton projet, comme à peu près 90% des projets de création d'entreprise, je ne sais pas si vos stats sont les mêmes que les nôtres, mais ça peut être 80, 70, enfin bref, c'est un détail, mais vu qu'on sait qu'il y a la majorité des projets de création d'entreprise qui vont partir à la poubelle
parce que pas abouti technologiquement, parce que pas viable, parce que mauvaise adéquation de projet, etc. Ce qui est important, c'est qu'au moment où on fout le projet à la poubelle, on ne fout pas l'entrepreneur à la poubelle avec. Voilà pourquoi chez nous, le premier truc qu'on leur rappelle, c'est que le projet, on s'en tape. Ce qui est important, c'est l'être humain. Ce qui est important, c'est le porteur de projet, effectivement l'expérience qu'il va vivre. Et si demain, pour une raison ou pour une autre, dans son parcours, on s'aperçoit que son projet n'est pas viable ou que c'est pas bon, que c'est machin, et bien qu'en fait, il ne faut pas qu'il arrête son ambition d'entreprendre, il suffit juste de pivoter. Parce que peut-être dans cette promo, à ce moment-là, il va rencontrer un copain qui, lui, a une vachement meilleure idée et que ça serait vachement intelligent de faire le ticket à deux. Peut-être qu'en découvrant ses talents, il va découvrir que l'autre, il est plutôt gestionnaire, l'autre plutôt commercial. Il se dit, mais ça serait vachement intelligent d'y aller à deux. Peut-être qu'il va s'autoriser le fait de se dire, mais compte tenu de ce que je sais maintenant de moi, je voudrais m'autoriser à piocher dans l'ensemble du spectre entrepreneurial, que ce soit par la créa, par la reprise d'entreprise, par la franchise, par la coopérative. En fait, tout simplement que je m'autorise le fait de m'offrir ce qu'il y a de mieux pour moi. Voilà pourquoi chez nous, on ne leur fait pas de pitch à la création d'entreprise où ils viennent nous présenter leur super bonne idée. On s'en fout, ils viennent nous proposer leur ambition d'entreprendre. Voilà pourquoi chez nous, le but, c'est de participer à un casting dont l'objectif, il est donc de faire un job avec eux pendant 1 mois de conseiller d'orientation pour grands, où on les met entre les mains de coachs talents pour faire ce travail d'introspection, pour aller se visiter de l'intérieur et de mettre le doigt, de déterminer ce qui nous fait vibrer, nos talents, nos aptitudes naturelles, les trucs avec lesquels on est naturellement venu au monde. Donc on détermine d'un côté les talents, de l'autre côté les compétences, donc les trucs qu'on a appris dans son diplôme, dans ses expériences professionnelles, associatives, sportives, etc. Donc je prends mes aptitudes, je prends mes talents, je prends tout ça, je presse, je détermine mon projet professionnel entrepreneurial et je regarde dans quelle manière je lui donne vie, sous la forme de création, reprise d'entreprise, etc. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est que un par un, vous puissiez donner une ou plusieurs bonnes pratiques pour les professionnels de l'accompagnement. Et ensuite, on passera aux questions du public. Je ne sais pas qui c'est qui veut commencer. Par rapport à votre expérience, par rapport à vos études, si vous avez au moins une bonne pratique à leur conseiller vis-à-vis des jeunes créateurs. Alors, je me lance. Je pense qu'effectivement, le premier point, peut-être, c'est leur faire confiance. Et de leur dire... Et de vraiment les encourager, quelle que soit l'issue et le temps que ça dure. Au-delà de ça, il y a probablement une pratique qui marche pas mal, qui n'est pas si simple que ça à mettre en œuvre, c'est de mixer l'accompagnement individuel et collectif. Ce qui est peut-être un peu nouveau dans vos structures, d'avoir les deux à la fois et de trouver le bon dosage pour ces créateurs-là. Et si on rêvait ou si on améliorait un peu le système, il me semble qu'il y a 2 éléments qui seraient intéressants à monter, probablement régionalement. Ça pourrait être un point intéressant. C'est de monter une bourse de tuteurs, parce qu'effectivement, dans lequel on pourrait puiser, parce que c'est compliqué à trouver. Au début, moi, j'ai été chercher mes copains, les gens que je connaissais, etc., pour faire le job. Donc, y avoir une bourse de tuteurs avec différents critères pour pouvoir piocher dedans, et donc régionalement. Et j'ai envie de dire, le deuxième outil, peut-être, c'est une sorte aussi de bourse ou de plateforme de jeunes entrepreneurs pour qu'ils puissent avoir accès aussi à ces jeunes entrepreneurs facilement. Parce qu'on voit bien chez les étudiants, ils se connaissent ou ils ont un réseau, évidemment à PSL, ils ont un bon réseau, mais pour les autres étudiants, pour qu'ils aient accès facilement à ce réseau et aussi régionalement. Voilà, ce sont des pistes. Bref, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure sur le côté physique, au-delà des réseaux sociaux, etc. Donc moi, je crois beaucoup aux espaces de coworking et qui est un effet d'écosystème entrepreneurial étudiant où des jeunes qui sont en train de, des personnes sont en train de créer, qu'elles puissent se rencontrer. Et je pense que les espaces de coworking est un élément important dans ce domaine.
On a une chance sur deux que ça marche, en fait. C'était ma mauvaise hypothèse. Non, moi, je me suis juste dit, je fais un petit peu le lien avec la présentation de la philosophe ce matin. Je me dis que les jeunes, aujourd'hui, sont un peu des trois époques. Elle a parlé de modernité, de postmodernité et d'hypermodernité. Et je me dis que c'est un peu un mix des trois, en fait. Les jeunes, ils sont de l'époque moderne dans une logique de réalisation d'eux-mêmes en tant qu'acteurs social. Et je crois que pour ça, il faut que nous, acteurs de l'accompagnement, on leur propose de l'écoute active pour bien comprendre effectivement leur motivation et le pourquoi dont on parlait tout à l'heure. De l'époque postmoderne, ils ont un rapport au temps qui est dans le présent, qui est dans l'immédiateté. Et pour ça, il faut que nous, on leur réponde, qu'on soit réactifs. Réactifs aussi bien, une nouvelle fois, physiquement que via d'autres moyens, via les moyens digitaux. Et de l'hypermodernité, je pense qu'ils ont aussi une capacité d'adaptation au changement. Ils baignent dedans toute la journée. Et à nous d'y répondre avec agilité et savoir nous remettre en question face à leurs pratiques et à leurs attentes. Merci beaucoup à tous les quatre. Ok, parfait. On va passer aux questions. Alors, est-ce qu'il y en a déjà dans le public ? Je vais faire le lien avec le micro. Voilà. Merci beaucoup. Valérie Chouin, donc CCI Lozère, au pôle création-transmission. J'avais une remarque, c'est que vous avez beaucoup parlé de jeunes étudiants. Donc effectivement, on a un EUP à Mende de l'Université de Perpignan. Mais je constate que on a pratiquement plus de 75% de nos créateurs d'entreprises qui ont le CAP mais à peine le niveau bac, d'accord ? Et que la plupart des jeunes qu'on accompagne, et on en voit pas mal, on en voit beaucoup entre 20 et 25 ans, ce ne sont pas des jeunes d'école de commerce, d'école de gestion. On en a un qui sont issus de master de gestion, master tourisme, etc. et qui sont capables d'appréhender les choses d'un peu loin, d'avoir une vue d'ensemble. Mais la plupart, ce sont des techniciens. Ils ont un CAP, un BEP, certains sont autodidactes. Ce sont des gens qui ont une capacité technique. Et ce qu'ils viennent chercher chez nous, c'est justement le reste. D'accord ? Donc ils connaissent peut-être le pays, ils connaissent peut-être très bien leurs débouchés, mais ce qu'ils viennent chercher chez nous, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment de l'information, formation, quasiment. Donc on est très très loin de Pépite, même si j'étais en relation avec Pépite LR depuis le début de l'année. Ça peut être le cas, mais je veux dire, c'est quand même rare. Hein, les jeunes, ils créent... j'en ai un de 20 ans l'année dernière qui a créé sa boîte d'entrepreneurs de travaux forestiers. D'autres, paysagistes, coiffeurs. Ils sont seuls ou ils ont des salariés. Et je les accompagne. Pourquoi ? Parce que ce sont des sociétés ou parce que ce sont des jeunes qui ont eu besoin de financement, voire de Cap Jeunes. Et quand vous parliez de Cap Jeunes, au départ, en 2011 jusqu'en 2016, on avait des jeunes qui réfléchissaient en amont. C'est-à-dire qu'ils ont demandé, particulièrement pour Cap Jeunes, ils ont demandé Cap Jeunes avant la création. Et là, l'année dernière, il y en a eu 2 qui ont demandé Cap Jeunes, mais en urgence. Ils se sont créés, ils ne nous ont pas écoutés, ils n'avaient pas de trésorerie. Et alors, catastrophe, ils s'aperçoivent les premiers mois qu'ils n'ont pas les clients attendus. Donc du coup, on se précipite vers Cap Jeunes parce que ça fait une petite prime. Voilà. Et ça, c'est notre réalité du terrain, parce qu'on a peu d'universités, nous, on n'a pas ce tissu universitaire. Voilà. Donc le profil du jeune, pour moi, il est très différent. Mais bon, c'est intéressant. Merci. Juste un tout petit
Une petite précision par rapport aux statistiques nationales. La moitié des jeunes qui créent n'ont pas le bac, et voire moins. Et la moitié ont plus du bac, mais plutôt vers le haut. Donc, vous êtes dans la moyenne. Juste, on va essayer d'être un peu plus bref sur les questions, ça vous dérange pas, pour qu'on puisse finir à l'heure. Oui, bonjour. Une mini-remarque, Laetitia Léonard, je suis la représentante France Active côté Occitanie de ce côté-là du territoire. Pour rebondir sur une petite stat et par rapport à un sujet de mixité qu'on a abordé tout à l'heure sur le public qui est financé par France Active, donc on finance quand même 7500 personnes par an. Sur le public que Madame vient de décrire, on a quasiment 50% de femmes. Voilà, c'était juste pour remettre la mixité aussi au regard des diplômes et du coup de l'entrepreneuriat, c'est assez intéressant. Bonjour, et je suis Grégory Morissette, et je viens de très loin, je viens d'Haïti, et j'ai fait mon master en accompagnement entrepreneurial ici à Montpellier, et je suis retourné dans mon pays, j'ai travaillé pour le secteur privé, et je viens de monter une structure d'accompagnement. Donc l'écosystème, c'est totalement différent, et vous avez beaucoup de chance en France d'avoir tout ça, et il y a dans d'autres pays où tout est à faire. Donc, ma question, c'est... Bon, j'ai 3 questions, si vous me permettez. Et par rapport à Radouane, est-ce que vous dites que vous abordez plutôt pas l'idée, mais le profil derrière? Et je crois que le modérateur a essayé d'enchaîner pour savoir, est-ce que tu as un outil que tu utilises? Tu as parlé de casting, mais ce mois d'accompagnement-là, comment ça se fait concrètement? Ça, c'est pour Radouane. Et pour Béatrice, on a parlé un petit peu de l'aspect digital de l'accompagnement.